C'est l'occasion de rassembler des gouvernements, des acteurs privés, des ONG, tous les acteurs de l'écosystème de l'intelligence artificielle, à la fois pour réfléchir ensemble aux règles de gouvernance mondiale, à l'éthique qui doit être celle de l'intelligence artificielle, de valoriser aussi nos acteurs français, nos acteurs européens, pour que l'Europe soit au rendez-vous de cette transformation majeure qu'est l'intelligence artificielle, entre les États-Unis et la Chine, d'investir massivement, de soutenir nos talents, nos innovateurs pour être compétitifs et souverains. On a besoin d'intelligence artificielle, on a besoin d'être dans ce rendez-vous. C'est pour ça que la France a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement et c'est l'occasion vraiment d'avoir tous les acteurs rassemblés aujourd'hui au Grand Palais à Paris. En tant qu'utilisateur, vous faites quoi avec l'intelligence artificielle? Alors moi j'ai plusieurs apps d'intelligence artificielle, que ce soit Mistral ou ChatGPT. J'utilise beaucoup pour faire des recherches, vraiment comme une sorte de moteur de recherche pour poser des questions régulièrement. Et puis je l'utilise de plus en plus, je vais vous dire, pour me simplifier la vie sur l'administratif, sur les documents. Il faut toujours relire, il faut toujours repasser dessus, mais je crois que c'est quand même un gain de temps absolument considérable. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui l'utilisent aussi pour coder, pour faire de la programmation. Donc on voit vraiment la rapidité, le gain que ça peut représenter vraiment même dans notre travail au quotidien. À part remplacer les humains, ça sert à quoi l'IA? Mais ça ne remplacera pas les humains. Moi je ne crois pas à ça. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'à chaque moment d'innovation technologique, on a toujours cette inquiétude. Ça va transformer notre rapport au travail, ça va transformer notre rapport à l'entreprise, à l'administration. Je crois que ça va être un accélérateur. Je pense qu'il faut accompagner, mais au contraire, je pense que ça va nous libérer pour faire des tâches qui sont peut-être des tâches moins bureaucratiques, moins administratives. Et à un moment, on a besoin de liens humains, on a besoin de recréer. En fait, je pense que ça va nous libérer beaucoup de temps pour faire ça. Donc ça ne remplacera pas l'humain, mais ça va nous aider au quotidien. Les IA ne risquent-ils pas de divulguer plus facilement des données personnelles mal protégées? Si, c'est un risque bien sûr, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de régulation. On a besoin de mettre le paquet sur l'innovation et sur l'investissement, mais on a des règles au niveau européen, comme ce qu'on a fait ces dernières années d'ailleurs pour les réseaux sociaux, le DSA, le DMA, la RGPD. On a été pionniers en Europe sur la question de la protection des données privées. Il faudra avoir la même réflexion aussi sur les droits d'auteur, par exemple, la propriété intellectuelle avec l'intelligence artificielle. Avec toute innovation, vous avez des opportunités, vous avez aussi des risques et il faut être capable d'encadrer ces risques et d'accompagner. Mais c'est aussi pour cela qu'on a besoin d'une IA française et européenne et de ne pas dépendre des autres, des Américains et des Chinois. Comment l'accès aux multiples possibilités de l'IA et à leur utilisation sera-t-il organisé? Quels seront les garde-fous et les moyens de contrôle pour éviter les propagandes néfastes, l'appauvrissement intellectuel et les mensonges? Je crois que ça pose vraiment des questions qui sont absolument fondamentales. À chaque innovation, on a encore une fois des opportunités, l'accélération du calcul, les gains de temps, les progrès dans la santé, dans l'entreprise, l'administration, mais aussi des risques. Les ingérences, le vol des données, le détournement des droits d'auteur ou de la propriété intellectuelle, effectivement l'essor de la désinformation et de la propagande qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a besoin de règles, on a besoin d'innovation et de règles. Alors ces règles, on en a au niveau européen, par exemple quand on fait le Digital Service Act sur le comportement des plateformes, des réseaux sociaux, eh bien, ça permet de lutter contre la haine en ligne, l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie, contre la manipulation des algorithmes, contre les ingérences étrangères ou la désinformation. Cette question de l'intégrité et de la transparence des algorithmes, elle est absolument fondamentale. C'est pour ça que nous avons besoin de mettre en place ces règles. Il faut le faire non seulement au niveau européen, c'est ce qu'on fait, mais bien sûr au niveau global. C'est aussi à ça que sert ce sommet IA, à investir, à soutenir notre écosystème, mais aussi à définir ensemble les règles dont nous avons besoin pour la gouvernance globale. On l'a fait dans le passé, je parlais des règles européennes, mais on pourrait parler des règles globales sur le retrait des contenus terroristes dans l'heure, le retrait des contenus à caractère pédopornographique. On voyait beaucoup la prolifération de ces contenus extraordinairement dangereux. Aujourd'hui, on s'est doté de moyens et pousse les plateformes à respecter ces règles, à respecter nos règles. Donc c'est cet équilibre permanent, investir, innover et puis trouver les cadres réglementaires qui vont avec. Dans quelle mesure l'IA impacte-t-elle déjà les conflits armés modernes? Oui, c'est une réalité. Bien sûr, on le voit dans le secteur de la défense, l'intelligence artificielle qui va bouleverser, accélérer aussi un certain nombre de règles. On le voit par exemple avec la prolifération de drones, de systèmes de contrôle
qui permettent de faire du repérage, de la cartographie, par exemple en utilisant l'intelligence artificielle. Il faudra être extrêmement strict sur l'usage, parce que bien sûr, il y a un cadre éthique à mettre dans l'usage de l'intelligence artificielle. Et le contrôle par l'humain, c'est une règle qui est absolument fondamentale, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est aussi une raison, si on se parle franchement, pour lesquelles la France et l'Europe ne peuvent pas être en retard aussi de ce rendez-vous. L'intelligence artificielle, elle est là, elle existe. Nos voisins, ils sont en train d'investir, ils sont en train d'avancer. Le monde ne nous attend pas. Ça devient aussi un enjeu de sécurité nationale et de souveraineté. Nous avons des acteurs, nous avons des pépites et des talents en France et en Europe. Et donc pour notre sécurité et notre souveraineté, il faut les soutenir parce que sinon, fondamentalement, on verra les autres avancer sans nous et on sera dépendant aussi sur ces questions de défense et de souveraineté. Comment concilier l'IA et la sobriété énergétique dont il va falloir faire preuve dans les années à venir? C'est un sujet majeur parce qu'on voit effectivement le débat sur les data centers, l'IA qui peut être énergivore. C'est pour ça qu'en France, rappelez-vous, on a l'énergie aujourd'hui la plus décarbonée, l'une des plus décarbonées d'Europe et du monde grâce à notre investissement majeur dans le nucléaire qui a été relancé par le président de la République, grâce aussi aux renouvelables. On a ce mix énergétique décarboné qui fait qu'on paie moins cher. On est aujourd'hui exportateur en Europe, mais aussi qu'on est moins dépendant des autres, comme le sont certains de nos voisins et de nos partenaires. Mais ce qu'on voit aussi d'ailleurs dans l'irruption de DeepSeek, ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des modèles qui sont plus frugaux, qui sont moins énergivores en termes de data center. Donc il faut s'intéresser aussi à ce qui se fait ailleurs pour voir les différents modèles dans l'intelligence artificielle. Et puis, il y a d'autres innovations technologiques qui vont nous permettre d'économiser l'énergie. Je pense au quantique, qui va permettre de réduire aussi les coûts énergétiques de façon absolument considérable. C'est d'autres révolutions dans lesquelles on doit être pionnier, on ne doit pas être en retard sur nos voisins. On a là aussi, dans le quantique, des acteurs, on a des talents, je pense à Pascal, Candela, d'autres, grâce à nos compétences en physique, en mathématiques qui sont très avancées en France, grâce aux investissements aussi qui ont été mis par la France. Soutenons-les, accompagnons ces écosystèmes, c'est ce que l'on fait depuis déjà quelques années. N'y a-t-il pas de créateurs de génie en Europe pour proposer de nouvelles technologies ou applications? Est-ce le financement qui ne suit pas? Dans ce dernier cas, la raison est-elle politique ou plutôt à chercher du côté de financiers privés trop frileux? Eh bien, c'est un petit peu tout à la fois. Bien sûr qu'il y a des talents, bien sûr qu'il y a des entrepreneurs de génie, qu'il y a des innovateurs et des créateurs. On a parlé de Mistral, de beaucoup d'entreprises aujourd'hui et d'écosystèmes qu'il faut soutenir. Alors, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas en Europe l'intégration suffisante pour leur permettre de pouvoir se développer. Quand on parle à des startups, très souvent, des startups qui ont réussi en France, ils vous disent j'ai du mal à me financer en Europe parce qu'on a soit des acteurs institutionnels, soit des acteurs privés qui n'ont pas les moyens, qui sont parfois un petit peu trop frileux aussi dans le rapport au risque. Et deux, il y a encore trop de limites, d'entraves, de frictions pour pouvoir se développer et pour aller commencer à vendre en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Roumanie. Alors que, quand on regarde l'Europe, on a un marché unique de 450 millions d'individus. On pourrait être extraordinairement compétitif. Mais quand vous voulez recommencer, c'est 27 régulations, c'est 27 droits des affaires, c'est 27 cadres réglementaires. Eh bien, on va s'y attaquer avec l'union des marchés de capitaux, avec l'union bancaire, en simplifiant nos règles, en ayant un 28e droit des affaires qui permet aux entreprises de start-up de choisir entre leur droit des affaires national ou entre un droit des affaires harmonisé au niveau européen si elles ont envie de se développer en Europe. Tout est dans les rapports Draghi et l'État qui ont montré le potentiel immense que représente l'Europe pour nos start-up et nos entreprises si on continue, si on termine le marché unique. Simplifier, investir, soutenir nos innovateurs et achever le marché unique avec cette union des marchés de capitaux. Aujourd'hui, on a 300 milliards d'euros de fonds européens qui sont dans les comptes en banque, dans les livrets, etc., qui partent aux États-Unis. Il n'y a aucune raison alors que nous avons les talents en Europe. Donc, donnons les moyens à nos talents de se développer et de se financer en Europe. C'est ce que nous allons porter avec la France au niveau européen.